Je suis tout près de l'entrée nord de la Grande Pyramide, juste en dessous des deux chevrons. Bon, ici, ce qui est très surprenant, c'est le nombre de personnes qui tournent autour pour essayer de vendre des choses. C'est un peu dommage, mais en fait, c'est tellement la vérité qui éclate au grand jour, à savoir qu'on est dans l'ère de Seth, on est dans l'ère de la cupidité. Et voilà à quoi est livrée actuellement la pyramide, mais elle s'en moque car elle ne subit absolument aucun désagrément. Ça y est, je suis enfin revenu de mon tout premier voyage en Égypte. Il était temps. C'était vraiment extraordinaire. J'y ai été, vous le savez, dans le cadre de la préparation des films Le Code des Pyramides. Je pensais y aller surtout pour prendre des images, et je pensais pas que j'allais apprendre beaucoup de choses, mais en réalité, ça a été vraiment extraordinaire. Déjà le voyage en lui-même, le dépaysement du pays, les temples, mais surtout, j'ai appris des choses vraiment incroyables et je pensais pas que je pourrais apprendre ça de la bouche d'archéologues qui suivent la doxa officielle. Mais en fait, parmi les données, les nombreuses données qui m'ont été rapportées en Égypte par des archéologues égyptiens donc, eh bien il y a eu des données qui m'ont fait un tilt à l'intérieur, qui m'ont touché, qui m'ont fait tilt parce que elles rentraient dans le cadre du code des pyramides. C'est-à-dire que je vais vous raconter une anecdote. En fait, j'attendais avec impatience d'aller visiter la Grande Pyramide et le complexe de Gizeh. C'était l'avant-dernier jour de cette semaine d'excursion, de périple, hein, où on se levait super tôt, parce qu'en Égypte, il fait une chaleur épouvantable au mois d'août. Et on arrive enfin donc sur le complexe de Gizeh, on est dans un bus climatisé, et l'égyptologue égyptienne nous fait son speech, sa présentation. Gizeh n'était que des champs jusqu'à la 19e siècle. Tout ça dans le bus, et là le bus commence à arriver devant la Grande Pyramide. Et elle venait de me lâcher deux infos incroyables que je ne connaissais pas, ou à peine, et qui m'ont fait un tilt. C'est-à-dire qu'elle m'a donné deux preuves supplémentaires, et puis quelles preuves, hein, de la viabilité de mon code des pyramides. Elle venait appuyer, elle venait apporter la cerise sur le gâteau sur ma vision des choses dans ce fameux code des pyramides. Et donc je m'y attendais pas du tout, et personne évidemment dans le car ne s'en était rendu compte, et c'est arrivé voilà au moment où ensuite elle dit bon bah voilà, bonne visite, la porte du car s'ouvre et allez-y. Et là, je me retrouve, après avoir compris ça, juste devant la Grande Pyramide en vrai, pour la première fois de ma vie. Et là, voilà, j'ai craqué. J'étais en sanglots. Parce que, en fait, j'ai été touché entre l'émotion de voir cet immense temple pour la première fois, et en même temps de comprendre le message que les bâtisseurs de ce temple m'envoyaient, et de comprendre au moment où j'arrive dans la pyramide un élément supplémentaire en live, quoi, devant la pyramide par une archéologue qui n'était pas consciente de la valeur de ce qu'elle avait dit. Bah, je me suis senti en communion avec les gens qui avaient bâti ça, en fait. Je me suis senti comme à la maison face à un grand-père éloigné, et voilà, et de la voir pour la première fois, cette pyramide, ça, je sais pas, je me suis mis à chialer comme si je retrouvais une personne aimée qu'on m'avait enlevée depuis tant d'années, ou une personne aimée qui m'avait manqué depuis tant d'années. Donc c'était vraiment un moment très spécial dans ce voyage que j'ai vécu, et un moment que je vais vous faire vivre en vous expliquant quels sont ces éléments que l'archéologue m'a donné et qui rentrent dans le code des pyramides, dans ce puzzle incroyable. Bien sûr, je vais vous le dire. J'ai qu'une hâte maintenant, c'est d'accoucher de ce premier film du code des pyramides.
parce que c'est pas tout de vous raconter ça, le but c'est de vous transmettre tout ça. Mais c'est tellement extraordinaire que ça mérite des égards, ça mérite un événement, ça mérite une mise en scène, un film, ça mérite une attente, ça mérite de la patience. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise en Égypte, c'est la patience. De voir tous ces temples, parce que franchement, il n'y a pas que les pyramides, hein, il y a des trucs incroyables, hein, comme Abou Simbel par exemple, en plein milieu du désert. C'est des travaux qui ont dû prendre un temps incroyable, hein, des travaux qui devaient dépasser la durée de vie des ouvriers. Et donc vraiment, c'est une leçon de patience. L'Égypte, pays incroyable. Déjà, le dépaysement, c'est un vrai désert. Une autre chose qui m'a marqué sur le site de Gizeh, c'est qu'à un moment donné, on s'est paumé parce qu'on voulait prendre le taxi pour aller... on voulait pas aller au musée du Caire, hein. On voulait voir certaines choses. On avait notre propre road trip, donc on devait aller prendre le taxi, mais sur ce site de Gizeh, les taxis peuvent pas rentrer. Du coup, c'était un bazar pas possible. Il était 13h30. Soleil au zénith, donc 42 degrés à l'ombre, 50 au soleil. Et en fait, il fallait qu'on traverse pratiquement la moitié du site en plein cagnard entre le Sphinx et l'entrée à la Grande Pyramide. Donc on a retraversé la Grande Pyramide à pied. Au bout d'une demi-heure de marche, on avait l'impression d'avoir marché toute l'après-midi dans le désert. Et là, tout de suite, t'es sur les nerfs, hein. La patience, tout ça, t'oublies. Et t'as qu'une envie, c'est de boire. Donc en plus, nous, on n'avait plus d'eau à ce moment-là. Donc c'est là où j'ai compris que pour construire la Grande Pyramide, soit ils ont travaillé que de nuit, soit ils ont mis vraiment beaucoup de temps. Soit ils avaient, je sais pas, des tuniques climatisées, je sais pas, où ils travaillaient dans des machines climatisées, mais... Ou alors, je vous dis, ils devaient travailler peut-être entre minuit et 9h, mais même à minuit, il fait encore plus de 30 degrés. Je plaisante pas. À minuit, ça n'a pas encore rafraîchi. Ça commence à réfléchir qu'à partir de 5-6 heures du matin, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que c'était très sportif. Pendant 8 jours, j'ai fait que des excursions. Et on se levait en général vers 5h30, 6h du mat, quoi, tu vois, avant que le soleil se lève, parce que dès qu'il commence à se lever, tout de suite, il te climatise, mais avec de la chaleur. Et le plus tôt, et l'autre truc, enfin, tout était extraordinaire, parce que j'ai trouvé des trucs incroyables, mais le pire, c'était Abou Simbel, parce qu'il a fallu se lever à 2h30 du matin. Ouais, se lever, j'ai pas dit coucher, j'ai dit lever à 2h30 du matin pour prendre le bus à 2h45. Tout ça pour arriver juste avant le lever du soleil, parce que c'est extraordinaire là-bas le lever du soleil. Et s'apercevoir que c'est en plein milieu du désert, à plus de 300 km de toute civilisation. Ils ont été construire un temple, mais vraiment à l'autre bout du monde, en plein milieu du désert, à l'extrême sud de l'Égypte. Tu te dis, pourquoi? Pourquoi chercher une difficulté comme ça? Est-ce que c'est juste pour faire chier les touristes, pour les obliger à se lever à 2h30 du mat? Ou est-ce qu'il y avait une autre raison? Quoi, tu vois? Donc tout ça, on le verra dans le code des pyramides. J'ai vraiment hâte d'accoucher de tout ça. Mais comme je l'ai dit, c'est tellement beau, tellement précieux ce qu'ils ont fait. Ça mérite des égards. Je peux pas vous livrer ça comme ça en pâture dans une vidéo YouTube. Ça mérite mieux. Mais sinon, ce qui est intéressant à vous dire par rapport à ce voyage, c'est que vraiment, il ne faut pas négliger le discours des égyptologues, en tout cas des égyptologues égyptiens avec lesquels j'ai discuté et qui m'ont apporté pas mal de connaissances que je n'avais pas et que je n'avais pas même en regardant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de documentaires sur l'Égypte. Il y a pas mal de youtubeurs qui font même des trucs un peu alternatifs. Mais j'avais jamais entendu ça ailleurs qu'en Égypte. Le fait d'y aller sur place avec des gens qui sont sur place, ils vous apportent des données qui semblent peut-être pas importantes pour d'autres personnes, pour des youtubeurs alternatifs, mais qui en fait l'étaient. Et en fait, ces archéologues officiels, mais égyptiens, m'ont apporté des données vraiment intéressantes, sans qu'ils se rendent compte que ça faisait partie d'un code
très très précieux et très important. Mais j'ai eu des conversations quand même intéressantes avec eux. Bon, j'ai pas essayé de les convertir à ma vision des choses, hein, pas du tout, mais notamment on a pu discuter du nez du sphinx. Le nez du sphinx, j'ai pu leur expliquer aussi qu'en France, il y avait toute une campagne de propagande, on va dire afrocentriste, pour pas dire racialiste, qui veut, vous savez, dire que les pyramides avaient été faites que par une certaine couleur de peau, enfin un truc absolument abject, mais qu'on essaye de normaliser. Quand j'ai raconté ça aux archéologues égyptiens, ils comprenaient pas, ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Cette histoire de nez cassé, vous savez, qu'ils essayent de faire croire que c'est pour des causes de Ramesses, alors que pas du tout. Je vais en reparler. Et puis il y avait aussi quelque chose de très drôle, on verra par rapport au granit rose, et très intéressant aussi. Donc voilà, c'était vraiment bien d'aller sur place. Ça m'a donné un autre regard. J'étais plongé pendant 8 jours dans ce monde-là. Et ça m'a vraiment donné des informations ultra pertinentes qui viennent compléter, comme une cerise sur le gâteau, mes travaux. Ça va me donner de la matière, évidemment, des images aussi pour faire le film. Mais surtout, voilà, c'est encore un autre regard. Vraiment, c'est tellement génial de pouvoir voyager. Ça permet d'avoir à chaque fois des nouveaux points de vue. Et ça, c'est très, très intéressant, très enrichissant. Donc, le Code des Pyramides, c'est bientôt. Vous pouvez toujours soutenir donc le Code des Pyramides sur Hello Asso. Le financement participatif est toujours ouvert parce que à l'heure où je vous parle, l'objectif est presque rempli, mais il ne l'est pas encore. Et pour tout vous dire, il y a tellement de matière à développer. Si je peux me faire une animation 3D en plus, ou n'hésitez pas à continuer. Enfin, si vous n'avez pas encore donné, à donner. Parce que y a vraiment beaucoup de choses à expliquer qui méritent des belles animations en 2D, en 3D, des illustrations, etc. Donc n'hésitez pas, c'est toujours ouvert, le financement participatif sur Hello Asso. Voilà, j'espère avoir été complet et je vous dis à bientôt. Je referai comme ça des petites vidéos qui me nécessitent pas trop de travail de montage parce que je passe l'essentiel de mon temps sur le développement des films, mais également toujours sur mon travail alimentaire, parce que je gagne pas ma vie, je vous le rappelle, avec toute cette activité sur YouTube, dans les films et les documentaires, etc. Je vous le rappelle. À cet égard, d'ailleurs, ceux qui me soutiennent sur Tipeee, là, c'est pour moi, ça me permet de vivre le Tipeee, contrairement au Hello Asso, où tout est pour la création de films. Merci aussi donc à ceux qui me soutiennent sur Tipeee, et donc merci bien sûr à tous les donateurs du Hello Asso qui m'ont permis d'aller en Égypte. Je vous embrasse bien sincèrement et je vous dis à très bientôt. C'était Oleg de Normandie pour la vérité et la justice.